Cherif Chekhat abattu. Après 48 heures de traque, les forces de l'ordre ont finalement mis la main sur le terroriste islamiste. Un soulagement pour les habitants de Strasbourg. Pourtant, la menace persiste. Stop ou encore, dans un contexte délicat, les Gilets jaunes tenteront de maintenir leur mobilisation. 5 jours après les annonces d'Emmanuel Macron et 4 jours après l'attentat de Strasbourg, le mouvement pourrait bien connaître son dernier rassemblement pour l'année 2018. L'encadrement des loyers revient sur la table. Alors que les Gilets jaunes continuent leur mobilisation, de nombreuses municipalités militent pour son retour sous couvert d'un regain de pouvoir d'achat. Un dispositif à double tranchant pour le marché de l'immobilier. Madame, Monsieur, bonsoir. L'ennemi public numéro 1 tué après 48 heures de traque. Cherif Chekhat a été neutralisé jeudi soir dans le quartier du Neudorf à Strasbourg. Un épilogue qui ne fait pourtant pas oublier que la menace terroriste persiste en France. Thibaut Bastide. La traque de Cherif Chekhat aura duré 48 heures. 2 jours après l'attentat mené sur le marché de Noël de Strasbourg, les forces de l'ordre ont finalement pu mettre la main sur le bandit devenu terroriste islamiste. Avant ce dénouement, une véritable chasse à l'homme s'était engagée dans le quartier du Neudorf. En effet, jeudi après-midi, une habitante de Strasbourg aurait répondu à l'appel à témoins lancé par les autorités, expliquant avoir été accostée par un individu ressemblant au fugitif et remarquant qu'il était blessé au bras. Après cet appel, la police, emmenée par le raid, a passé le quartier au peigne fin après avoir trouvé une image du suspect en visionnant les caméras de vidéosurveillance. Pourtant, ce n'est qu'au cours d'une banale patrouille d'un équipage de la brigade spécialisée de terrain que le terroriste le plus recherché de France a été abattu. À 21h, un équipage de la brigade spécialisée de terrain, composé de 3 fonctionnaires de la police nationale, ont aperçu un individu qui déambulait sur la voie publique au niveau du 74 de la rue du Lazaret. Cet individu correspondait au signalement de la personne recherchée depuis mardi soir. Ils l'ont interpellé et au moment de cette interpellation pour l'arrêter, ce dernier s'est retourné, faisant face aux fonctionnaires de police en tirant. Ils ont alors immédiatement riposté et ont neutralisé l'assaillant. Un dénouement rapide vécu comme un soulagement par les habitants et le maire socialiste de Strasbourg, Roland Ries. Je suis heureux de cela parce que je pense que ça va faciliter le retour à une vie que je qualifierais de normale, c'est-à-dire sur la base des valeurs qui sont les nôtres, de notre histoire, sur la base aussi de nos habitudes de vie. Tout cela peut maintenant plus facilement se réaliser. Soulagement également pour le très critiqué ministre de l'Intérieur. En difficulté depuis son arrivée place Beauvau et fragilisé par la gestion catastrophique des manifestations des Gilets jaunes, Christophe Castaner peut désormais se targuer d'avoir neutralisé Cherif Chekhat en 48 heures. Cependant, la réussite du ministre de l'Intérieur est à relativiser. En effet, le terroriste islamiste, blessé au bras, présentait davantage le profil d'un petit délinquant endurci que d'une figure du grand banditisme disposant de solides relais logistiques. Si l'annonce de la mort de Cherif Chekhat a été accueillie par certains comme une victoire sur l'État islamique, le spectre de l'organisation terroriste n'en reste pas moins bien présent. En effet, peu de temps après la fin de la traque, Daesh a revendiqué l'attaque. Selon un communiqué de l'agence de propagande Hamak, Cherif Chekhat faisait partie des soldats de l'État islamique et il a mené cette opération en réponse à l'appel à viser les citoyens des pays de la coalition internationale qui combat l'État islamique en Syrie et en Irak. Ainsi, malgré de lourds revers militaires, le groupe terroriste n'en reste pas moins une réelle menace pour l'Occident et donc pour la France. L'épisode Cherif Chekhat pourrait même relancer le processus terroriste sur le territoire alors que les forces de l'ordre sont déjà tournées vers l'acte 5 des manifestations des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, justement, iront-ils jusqu'à Noël? Après une semaine marquée par les annonces du président et surtout par l'attentat de Strasbourg, le mouvement pourrait bien connaître son dernier samedi de mobilisation pour l'année 2018. Stop ou encore, après plus d'un mois d'existence, les Gilets jaunes se donnent à nouveau rendez-vous samedi à Paris et dans toute la France. Si sur les réseaux sociaux les appels à manifester ne faiblissent pas, difficile de savoir si les Français mécontents seront au rendez-vous dans les rues et sur les ronds-points. En effet, après plus d'un mois de mobilisation, les circonstances ont bien changé. Tout d'abord, l'attentat de Strasbourg pourrait convaincre de nombreux Français de ne pas se rendre dans la rue, que ce soit pour des raisons de sécurité ou pour observer une forme de trêve. Autre élément, les annonces du président de la République. Si celui-ci n'a pas convaincu, il a cependant tenu à donner ce que l'on pourrait nommer des gages de bonne volonté.
Enfin, un dernier facteur, les 5 semaines de mobilisation ont probablement usé de nombreux manifestants et un sentiment de lassitude pourrait dissuader une partie des troupes, auxquelles il faut ajouter les arrestations préventives et les peines déjà prononcées. En dépit de tous ces motifs de démobilisation, de nombreux gilets jaunes maintiennent leur appel à la mobilisation sur les réseaux sociaux et il devrait y avoir au minimum quelques dizaines de milliers de personnes de sortie pour l'occasion partout en France. À en croire les différentes pages Facebook, on pourrait retrouver entre 10 et 30 000 participants à Paris. Mais les engagements virtuels en faveur d'une cause étant assez superficiels, difficile de savoir combien de personnes iront vraiment manifester. Une des difficultés pour le mouvement serait un recul net du nombre de manifestants à Paris. Et même si la capitale n'est pas nécessairement l'enjeu principal, c'est là que sont les principales chaînes d'information en continu, mais aussi les lieux de pouvoir et de symboles. Et si avec quelques dizaines de milliers de personnes à Paris, les manifestants étaient parvenus à faire clairement passer un message grâce à l'effet de loupe médiatique, une très faible mobilisation dans les rues de la capitale pourrait avoir l'effet inverse et décourager les troupes. Pour les Gilets jaunes, la question de la suite à donner au mouvement se posera également. Maintenir ou non une manifestation le samedi avant Noël, avec le risque de voir le mouvement perdre le soutien d'une partie de la population. En cas d'accalmie, l'arrivée de l'impôt à la source fin janvier pourrait, dans tous les cas, rallumer la flamme. Côté gouvernement, on a concocté un dispositif de sécurité analogue à celui de la semaine passée. Il faudra donc s'attendre à voir des forces de police assez agressives. Le préfet de police de Paris affiche pour objectif de limiter les phénomènes de casse dans la capitale. Pour cela, il ne s'agira pas de lutter contre des gilets jaunes, mais plutôt contre des groupuscules minoritaires d'extrême gauche et surtout la banlieue qui pourrait déferler sur Paris et dont une partie aura peut-être vécu l'élimination de Shérif Shekat comme une offense. En tout, 8000 personnels, 14 blindés, 50 dispositifs d'action rapide seront déployés sur la capitale, de quoi tenir les gilets jaunes, mais peut-être pas la meute de pillards. Côté politique, on est bien loin de l'union sacrée après l'attentat de Strasbourg. Marine Le Pen s'étonne que le gouvernement tente de culpabiliser les gilets jaunes tout en estimant que la révolution doit se faire dans les urnes, quand Jean-Luc Mélenchon appelle à un acte 5 en forme de révolution citoyenne et accuse la République en marche d'utiliser l'attaque de Strasbourg contre le mouvement. Encore une fois, le caractère spontané de ces manifestations rend très difficile les prévisions quant à l'ampleur de la mobilisation. Une chose est sûre, aujourd'hui, le risque pour les autorités ne réside pas vraiment dans la menace gilet jaune, mais plus dans la possible propagation de la grogne en provenance des banlieues. C'est le grand retour de l'encadrement des loyers. Alors que le gouvernement a lâché du lest en faveur des gilets jaunes, certaines municipalités réclament un encadrement des loyers pour redonner du pouvoir d'achat. Thibaut Bastide. Encadrement des loyers, acte 2, un an après son annulation par l'appareil judiciaire, 29 municipalités, principalement d'Île-de-France, militent pour son retour et le moment semble bien choisi. En effet, la loi Elan publiée le 24 novembre dernier permet d'envisager ce dispositif dans les zones tendues et le mouvement des Gilets jaunes remet plus que jamais la question du pouvoir d'achat au centre des discussions. Dans ce cadre, les mairies espèrent profiter de l'incertitude qui plane pour faire à nouveau plier le gouvernement. Toutes ces collectivités proposeront donc avant la fin de l'année, lors des conseils municipaux, d'adopter une délibération demandant à l'État la mise en œuvre immédiate de l'encadrement des loyers sur le territoire de leur commune. D'ailleurs, c'est chose faite à Paris où le conseil municipal a voté mardi en faveur du retour de ce dispositif. Une fausse surprise puisque le communiste et adjoint d'Anne Hidalgo, Yann Brossa, avait déjà annoncé le retour de l'encadrement des loyers en août dernier. Malgré la période qui semble propice, il sera difficile, voire impossible d'associer les actes aux paroles dans un laps de temps très court. En effet, il faudra d'abord que le décret d'application de la loi Elan soit pris et le ministère du Logement ne paraît pas pressé puisqu'il s'est fixé comme objectif de publier ce texte en février. L'entrée en application de ce dispositif nécessitera également que le préfet prenne un arrêté fixant un loyer plafond au mètre carré par quartier. Autre aspect à prendre en compte, la mesure obligeant les propriétaires à fixer le prix dans une fourchette allant de moins 20% à plus 20% par rapport au loyer médian n'est pas forcément la solution au problème du pouvoir d'achat. Selon de nombreux experts, l'encadrement des loyers incite les propriétaires à retirer leurs biens de la location ou à s'orienter vers la location de courte durée avec des plateformes comme Airbnb, échappant donc aux obligations. Ainsi, le dispositif paraît approprié pour une ville comme Paris où les loyers flambent du fait de la rareté des locations sur le marché, mais beaucoup moins pour les plus petites communes, des communes à l'origine de la révolte des Gilets jaunes.
L'Irak face à un nouveau risque de sécession, alors que les velléités sécessionnistes kurdes sont connues de longue date, une autre partie du territoire pourrait tenter sa chance à Bassora, dans le sud-est du pays. Conséquence sans fin de la guerre américaine en Irak, les tentations sécessionnistes persistent dans le pays, alors que le Kurdistan irakien est souvent évoqué comme possible nouvel État. Cette fois-ci, c'est dans le sud-est du pays que les désirs d'émancipation de Bagdad se font entendre, à Bassora, dans le district d'Al-Basra. Depuis plusieurs mois, de nombreuses manifestations s'y déroulent, lors desquelles des habitants dénoncent la corruption des dirigeants de l'État central. Des manifestations d'ampleur faisant régulièrement des morts, entraînant inévitablement une escalade de la violence et des ressentiments, des manifestations contre la corruption, mais aussi contre l'incurie des autorités irakiennes en place, incapables de gérer leur pays. À cela s'ajoute la frustration pour le sud du pays de ne pas disposer des mêmes droits institutionnels que des provinces du nord, comme le Kurdistan depuis 2003, à savoir disposer d'un statut d'autonomie. Si la région d'Al-Basra est largement chiite, le clivage semble d'abord plus ressembler à une divergence institutionnelle et politique avec l'État central qu'à des revendications communautaires. En revanche, comme toujours au Proche-Orient, les figures religieuses ne sont jamais bien loin, à l'image de l'ayatollah iranien Ali Sistani, personnage central du chiisme irakien, une figure iranienne certes, mais qui ne fait pas du mouvement une révolte pro-Téhéran, le consulat du voisin perse ayant même été incendié lors d'une manifestation en septembre dernier. Autre soutien de poids aux manifestants, Moqtada al-Sadr, vainqueur des élections législatives de mai dernier. Après une accalmie lors des célébrations religieuses chiites, les manifestations ont repris de plus belle et le ressentiment à l'égard du Premier ministre Adel Abdelmahdi va en grandissant, en cause notamment l'absence de figures originaires de Bassora parmi les 14 ministres du gouvernement, une absence pour le moins étonnante alors que ce territoire est hautement stratégique du fait des ressources en pétrole du territoire. Alors que les premières manifestations concernaient essentiellement des contestations contre la corruption pour l'emploi et les services publics, la fronde prend des airs de révolte politique après un été marqué par une crise sanitaire avec plus de 30 000 cas d'intoxication dus à l'eau polluée. Autre facteur d'instabilité, le retour de nombreux jeunes après la guerre. Des jeunes partis combattre l'État islamique avec les milices des forces de mobilisation populaire à l'appel de la fatwa de l'ayatollah al-Sistani, rentrés aujourd'hui au pays. Ceux-ci sont sans emploi. 15 ans après l'invasion américaine en Irak, le pays ne s'est jamais relevé de l'éclatement politique post-Saddam Hussein et un éclatement du territoire où tout au moins des conflits permanents entre le centre et les périphéries paraissent inéluctables. L'actualité en bref avec l'excellent Thibaut Bastide. Carlos Ghosn maintenu à la tête de Renault. Jeudi, le conseil d'administration du groupe Renault a tranché. Carlos Ghosn est maintenu à sa place de PDG. Le constructeur français n'a détecté aucune anomalie sur les revenus du patron d'industrie en France, alors qu'il est actuellement incarcéré au Japon pour avoir sous-estimé ses rémunérations. Cependant, l'État français serait à la recherche de candidats pour succéder au patron de la marque aux losanges. Piratage au ministère des Affaires étrangères. Le Quai d'Orsay a annoncé que des données personnelles enregistrées lors d'une inscription sur la plateforme Ariane ont été dérobées. Ariane est un service qui permet de signaler un voyage ou une mission ponctuelle à l'étranger. Les utilisateurs peuvent notamment recevoir des informations en rapport avec la sécurité pour leurs déplacements. Le ministère a assuré que cette fuite n'a affecté aucune donnée sensible ou financière. Reste que la sécurité informatique du Quai d'Orsay laisse à désirer. Les trains comme moyen pour gagner l'Europe. Selon le chef de la police aux frontières croates, près de 300 clandestins ont été appréhendés à bord de trains lors des 11 premiers mois de l'année. Les migrants plongeraient directement dans les marchandises en vrac, comme le blé par exemple, s'aidant de tubas pour pouvoir respirer. Pour les débusquer, les employés doivent décharger puis recharger les cargaisons des wagons. Des opérations longues qui entraînent une perte de temps et de profit pour les transporteurs. Un cessez-le-feu au Yémen, alors que la guerre civile secoue le pays depuis 2014 et est devenue un lieu de combat à distance entre l'Arabie saoudite sunnite et l'Iran chiite. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a annoncé jeudi qu'un accord entre les belligérants permettait de faire taire les armes dans plusieurs régions du pays touchées par la famine. Cagnotte pour le patrimoine. Alors que le loto du patrimoine a fait beaucoup de bruit, la Fondation du patrimoine propose également l'émission Stéphane Bern afin de financer des cagnottes pour sauver des châteaux, de belles bâtisses ou encore des chaussées et autres aqueducs, comme le château d'Issou dans les Yvelines, le château de la Punta en Corse du Sud ou encore la collégiale Notre-Dame de Vernon. Pour chaque projet, vous pouvez retrouver une petite vidéo explicative avec de belles images filmées notamment à l'aide de drones.
Et voilà, c'est bientôt la fin de cette édition. Comme chaque vendredi, vous pouvez vous procurer le quotidien présent de fin de semaine. À la une, acharnement islamiste contre Noël. Ce soir, retrouvez immédiat, Jean-Yves Le Gallou et Nicolas Faure évoquent le traitement médiatique de l'attentat de Strasbourg, celui des Gilets jaunes, et le passage télévisé du président de la République, qui est également au programme Bistro Liberté. Mais oui, de toute façon, c'est un... Regardez le pacte, regardez ce qu'on peut en faire. Oh, regardez. Le pacte de Marrakech, regardez. C'est splendide. C'est ça. Vous n'avez même pas besoin de déchirer, puisque c'est une déclaration d'intention. Voilà. Alors on peut faire autre chose, c'est de s'asseoir dessus. Non, voilà. non. Et c'est bien entendu sur le pacte de Marrakech. Samedi, retrouvez un nouveau numéro du Samedi Politique. Élise Blaise reçoit Pierre-Yves Rougeron pour évoquer la crise des Gilets jaunes face au terrorisme, une chronique de l'impuissance publique. Dimanche, Guillaume de Tolois vous donne rendez-vous dans un terre de mission consacré au président du ciel, Karim Ouchik, et tout de suite une nouvelle chronique de la France de François Billot de Lochner. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne fin de semaine à tous. À lundi. Bonsoir. Agnès Buzyn vient de faire une déclaration assez fracassante concernant la PMA. Je voudrais simplement rappeler que, en ce qui concerne la PMA, la loi prévoit que le donneur est anonyme. On ne peut donc rechercher la paternité du donneur. Le donneur est dans l'anonymat. Le ministre Buzyn a fait une déclaration tout à fait étonnante en disant deux choses. Premièrement, on ne peut pas nier que l'homme soit fondamental dans la conception d'un enfant. Alors, elle ne l'a pas dit comme ça, mais sa formule est très compliquée, je la traduis de façon simple. Mais c'est exactement ça que ça veut dire. Donc, c'est une sorte de réhabilitation de l'homme qui, dans ce genre d'opération, est souvent extrêmement marginalisé, c'est le moins qu'on puisse dire. La deuxième chose intéressante, et ça c'est vraiment une nouveauté, c'est qu'elle a décrété qu'il fallait réfléchir pour que l'enfant puisse reconstituer sa filiation. C'est-à-dire, en clair, savoir qui est son père. En tous les cas, c'est comme ça qu'on peut interpréter ces déclarations. Et là, il y a eu un tohu-bohu dans les grandes consciences LGBT, dans les grandes consciences morales, dans les grandes consciences de gauche, en disant « mais comment? C'est absolument scandaleux. Il n'est absolument pas question qu'un enfant qui est conçu dans le cadre de la PMA puisse savoir qui est son père. » Donc, nous sommes dans un débat entre gens favorables à la PMA qui est tout à fait fondamental. Parce que finalement, que dit le ministre Buzyn? Elle dit que l'enfant n'est pas une chose anonyme, que l'enfant a le droit de reconnaître qu'il y a une hérédité et qu'il y a un père. Et ses opposants, qui sont grosso modo les farouches partisans de la PMA, disent exactement le contraire. En fait, l'enfant n'est qu'un jouet. Il n'a absolument pas à s'occuper de savoir qui est son père. C'est un jouet voulu par exemple, de femmes homosexuelles qui vont avoir un enfant adopté et le père ne compte pour rien là-dedans. Donc c'est un débat fondamental qui est en train de se livrer. Un de plus, me direz-vous, et je crois qu'il va falloir suivre ce point de façon assez importante. Ce qui est intéressant, c'est que cela a complètement divisé pour le moment, les adeptes de la PMA, les plus farouches partisans de la PMA, le lobby LGBT qui manifestement n'a pas une voix unique sur le sujet. C'est donc tout à fait fondamental. L'enfant sera-t-il définitivement un objet de désir ou aura-t-il une véritable personnalité avec un père reconnu? Tel est le débat que se livrent aujourd'hui les libertaires.
Je considère avec une certaine gourmandise que ce débat est extrêmement intéressant et j'en attends les conclusions avec une réelle gourmandise. Je vous souhaite tout de même une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt.